Donc nous sommes à une réunion pour un ouvrage dans la collection d'Hervy. Mais là je rencontre Xavier qui lui porte un livre en lui, qui est un livre de décryptage en fait, on peut dire. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Le nom n'est pas encore totalement fixé. Pour le moment, le titre serait le symbolisme des films, mais ça reste à... Ça serait quand même axé sur les films comme Matrix, ça, comme Terminator, exactement. comme Star Wars. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une sorte de guerre de religion qui se joue à part film interposé. Je ne sais pas s'il y a une guerre de religion parce que je ne sais pas quelles sont les intentions des auteurs, si à travers tel film ils veulent réagir au symbolisme de tel autre film. Peut-être que par exemple la trilogie Matrix, qui est d'inspiration gnostique et antichrétienne, veut en quelque sorte répondre au symbolisme catholique de Terminator. Mais après, il faut demander ça au réalisateur, je n'en sais absolument rien. Alors pouvez-vous nous expliquer très brièvement ce qu'il y a de catholique par exemple dans Terminator ou de chrétien? Alors de catholique très, très précisément, puisque non seulement c'est chrétien, mais les références théologiques sont clairement tirées du catholicisme. Comment dire? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de catholique? Eh bien, il y a l'idée que Il y a un sauveur. Oui, exactement. Un sauveur, John Connor, initial JC, qui meurt à 33 ans pour sauver une partie de l'humanité qui a été qui est devenue prisonnière des machines. Et qu'est-ce qu'il y a également encore de chrétien? Eh bien, c'est l'idée en quelque sorte de la déchéance de l'humanité à travers l'apogée des machines, enfin le règne des machines qui s'installent, et les machines ne sont jamais que des humains déshumanisés. Et en luttant contre ces machines, les humains qui sont restés humains réaffirment en cela leur humanité, ce qui distingue l'homme véritable de la machine. Mais c'est curieux en vous écoutant parce qu'on a l'impression que c'est aussi, vous racontez aussi l'histoire de Matrix en racontant ça. Et effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments il y a également beaucoup d'éléments qui sont inspirés. Et pourtant, ça va dans le sens inverse. Exactement, vous avez raison. D'ailleurs, je l'ai souligné qu'il y avait beaucoup d'éléments de Matrix qui étaient repris de Terminator, savoir le combat entre l'humain et la machine. Bon, cela dit, c'est légèrement différent dans le cadre de Matrix, puisque la distinction entre humain et machine qui est dans Terminator n'est pas exactement la même que dans Matrix. Puisque dans Matrix, elle est reprise au gnosticisme, où il y a en quelque sorte pas une division entre humain et machine, mais une tripartition une division en trois entre les humains véritables, ceux qui sont les pneumatiques, les humains que l'on peut sauver, c'est-à-dire les psychiques, mais qui en même temps sont prisonniers du système, et ceux qui sont complètement déshumanisés, tellement abrutis et lobotomisés, qui sont en quelque sorte devenus des machines. Et dans le gnosticisme, on les appelle les iliques. Ce qui vient de il est matière, qui se sont... Ce qui me gêne un peu dans ce que vous dites, c'est que malgré tout, je crois que les gens ont compris ça, non? Ben non, parce que déjà, il faut connaître... Est-ce que les gens n'ont pas compris alors? Quand ils voient ces films, ils voient bien qu'il y a un rapport entre l'homme et la machine quand même. Oui, mais après, le rapport entre homme et machine, pour le grand public, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Et ce que j'aimerais préciser, ce sont en quelque sorte, dans chacun des chapitres, parce qu'il y a un chapitre sur Matrix, un autre sur Terminator, c'est l'arrière-fond religieux qui est inclus dans cette division de l'humanité entre humain et machine. Et dans Terminator, c'est en quelque sorte une division qui émane en quelque sorte du christianisme. Ceux qui étant des machines sont ceux qui sont déshumanisés, qui pensent que l'on peut vivre seulement par la matière, par la technologie surtout, par la technique, alors que les humains vivent et triomphent grâce à l'esprit. Alors que... Donc il y a deux types d'humanité en fait quelque part. Oui, exactement. Pas dans Matrix, dans Terminator. Exactement. Moi, je n'ai pas très bien en tête le Terminator pour dire. Et quand on regarde bien les Matrix, souvent... Il y a des humains qui sont complices du pouvoir des machines. En fait. Qui jouent la carte de la machine, qui trahissent l'humanité. Je dirais pas qu'ils trahissent, mais en quelque sorte, dans les premiers épisodes, on voit que le vice de l'homme prend une telle proportion que ça amène peu à peu à une société régulée par des machines qui finit par se retourner contre son propre créateur. Et à travers c'est l'apogée en quelque sorte de la non-humanité qui a cru vivre par la technique
pas cette apogée, mais cette prise de pouvoir des machines se retournant inévitablement contre l'homme qui se distingue de la machine par son appréhension spirituelle du monde, par sa propension à la parole, par le fait qu'il respire, par le fait qu'il ait une âme, exactement. La question que je voudrais vous poser, c'est... Alors, la machine, justement, qu'est-ce qui la distingue de l'homme, en fait? Foncièrement, c'est que la machine a une âme. Enfin, c'est que l'homme, pardon, a une âme. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme, alors? Avoir une âme, c'est être capable de dialogue, être capable d'altérité. Dans le mythe de Caïn et Abel, lorsque Caïn décide de tuer Abel, juste avant ça, le texte précise qu'il n'y avait plus de dialogue, entre eux. Et la violence émane souvent apparaît lorsque le dialogue n'est plus possible entre deux entités. Et les machines, ce sont des personnes qui ne parlent pas, elles ont une mâchoire bloquée. Et autre chose, il y a un vide en elles, parce qu'il n'y a pas d'âme. C'est pour ça que les machines ne respirent pas. L'homme, lorsqu'il fait le bien, il respire spontanément, et instinctivement, lorsqu'il veut faire le mal, il y a une sorte de vide comment dire... Une sorte de mauvaise conscience. Enfin, pas de mauvaise conscience, mais de vide qui entre en lui. Et instinctivement, lorsque l'homme fait le mal, il le sait. Il est emparé d'un vide et il respire moins. Voilà, donc le fait, la respiration est un symptôme, en quelque sorte, un signe de vie. Et voilà, il y a d'autres choses également, le fait que leurs yeux soient tout rouges, alors que ce qui reflète le fait qu'ils soient gorgés de sang, mais qu'il n'y ait plus du tout de vie. Moi, il me semble qu'un des traits de la machine, c'est par exemple, beaucoup de machines émettent beaucoup. Elles émettent. Oui. Elles n'entendent pas. Oui. Vous avez des machines qui vont, par exemple, dans les transports, etc. Il y a des disques qui sortent comme ça, et qui ne tiennent pas compte de ceux qui vont les écouter, et qui n'apprennent pas des choses de l'extérieur. Ils sont simplement en train d'émettre, de dire des choses. Oui, c'est ça. C'est ce qui distingue. Et donc, effectivement, vous mettez deux machines ensemble, elles ne communiquent pas entre elles. Oui, voilà, ce qui distingue véritablement l'homme de la machine, entre autres, c'est également le fait que l'homme est une conscience, une responsabilité de son altérité vis-à-vis d'autrui. Alors que les machines n'ont pas cette conscience qui les amène à un sentiment d'altérité. Vous parlez de Lévinas, ça... Exactement, oui, j'ai un petit peu fréquenté, lu, on va dire, Lévinas, et oui, c'est une idée, effectivement, assez lévinassienne, en effet. Mais je vais vous poser une question à laquelle vous va peut-être vous surprendre un petit peu, Xavier. Je pense que d'une certaine manière, cette humanité intermédiaire entre l'homme et la machine, ça peut être la femme, en fait. Non, je pense pas. Je pense que non, pas vraiment. Puisqu'à mon avis, la femme n'est pas au contraire l'intermédiaire, mais le dépassement de l'homme, de sa condition purement humaine. Et c'est souvent à travers l'idée de féminin ou la femme que l'homme parvient justement à sublimer son humanité et à vaincre finalement les machines. Dans Matrix, lorsque le héros Thomas Anderson s'unit avec la Sophia que l'on appelle Trinity dans le film, il revient à la vie et il vainc les agents Smith. Et j'ai pas tous les exemples en tête, mais c'est souvent à travers l'idée de femme que l'homme réaffirme son humanité, puisque le féminin est le signe en quelque sorte de l'altérité. Et l'altérité, c'est le propre de l'humain. Enfin, c'est peut-être ce qui est dans les films. Je dirais donc que le féminin n'est pas l'intermédiaire entre l'homme et la machine, mais le dépassement par l'homme de sa propre humanité pour vaincre la machine. Alors là, le problème, en disant ça, Xavier, le problème c'est que vous ne dites pas que... Bon, moi je proposais une clé, vous n'acceptez pas, mais malgré tout, il faut bien comprendre pourquoi il y a ces deux humanités, l'une qui va vers la machine, l'autre qui s'en distancie. Bon alors apparemment vous êtes... moi j'ai des positions différentes des vôtres à ce sujet. Moi je considère qu'au contraire, qu'il y a énormément... On ne peut pas comprendre la psyché féminine si on ne comprend pas la machine. Notamment, bon, il y a un truc qui est assez connu, par exemple l'émission. Vous avez souvent remarqué que les femmes disaient des choses, elles se répétaient, elles avaient besoin de parler, et que parfois on a l'impression qu'on ne sait pas très bien à qui elles parlent. Oui.
Ouais, effectivement, chez la femme, on s'est souvent moqué de l'absence de rationalité de la femme. Moi, je ne ferais pas ça sous cet angle-là. Je dirais plus que c'est... comment dire, la femme ne relève pas d'une raison classique, en quelque sorte, d'une raison existentielle, mais plus d'une raison essentielle, d'une raison finale. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a une sorte de désaccord entre l'homme et la femme. C'est parce que nous n'avons pas le même type de raison. Mais bon, autant la femme... la femme a un rôle double, comme dans la Genèse, c'est aussi bien l'origine de la déchéance de l'humanité, mais également le signe de sa, comment dire, de sa rédemption future. Voilà, et la femme, c'est ce qui permet de sublimer le sens que recherche l'homme, et c'est à travers sa recherche de femme qu'il peut véritablement dépasser et triompher de la menace machine, en quelque sorte. Oui, on a des lectures totalement différentes, effectivement. Moi, si je devais faire un film, au contraire, je poserais la femme comme celle qui va se servir de la machine contre l'homme. Parce que regardez, par exemple, la notion d'égalité que la femme revendique, elle doit beaucoup à la machine. C'est parce que les machines, par exemple, vous donnez un pistolet à une femme, elle va se sentir l'égale d'un homme. Vous donnez une voiture à une femme, elle va se sentir l'égale d'un homme. Donc c'est grâce à la technologie que la femme peut revendiquer sa parité avec l'homme. Donc il y a une complicité. Elle doit beaucoup à la machine. La femme doit beaucoup à la machine. Elle a une tête de reconnaissance envers la machine. Oui, alors dans Terminator 3 par exemple, le méchant est une femme, et c'est une femme qui justement met en place le règne des machines. Il ne faut pas voir la féminité comme quelque chose de nécessairement positif ou nécessairement négatif, mais quelque chose d'ambivalent, à la fois quelque chose de totalement rédempteur quand c'est positif, quand cela permet d'affirmer avec toute la répercussion que ça peut avoir, d'affirmer un sens, mais également l'aspect en quelque sorte mais ça peut également condamner l'humanité lorsque c'est à travers la femme que l'homme perd son sens. Voilà, c'est souvent dans les débats publics, il y a une sorte d'hystérie collective complètement insensée, mais qui est due justement au fait que le féminin fait perdre à certaines choses son sens. Mais on arrive justement à résorber ces crises à travers une utilisation positive du féminin pour réaffirmer un sens qui ne soit pas hystérique et insensible. Par exemple, là, la prise de parole de Krishnardi, elle ne s'est pas terminée par une demande de question. Elle s'est terminée comme elle était close. Oui. Une machine aussi, elle peut avoir un disque. Quand elle a terminé son disque, c'est terminé. Oui, mais bon, après, il ne faut pas non plus... faut bien remettre les choses dans leur contexte, même si cette phrase est un peu impensif. Qu'est-ce que je veux dire bon, après... le besoin de recevoir, d'entendre quelque chose. Oui, non, mais après, c'était juste une conférence, elle ne voulait pas monopoliser la question. Je pense qu'un homme aurait peut-être plus facilement ouvert vers le dialogue, justement, en quelque sorte. Non, je ne pense pas, puisque, à mon avis, la recherche d'altérité, c'est le signe, en quelque sorte, du féminin. C'est le signe du féminin. Ah bah oui, ça c'est... Alors, justement... C'est le signe du féminin. Après, le fait que Après, bon, il ne faut pas non plus avoir des schémas préétablis, un peu simplificateurs. Oui. C'est pas parce qu'on n'est qu'une femme que, nécessairement, on est dans l'altérité. Voilà. Mais... j'arrive pas très bien à comprendre, il faudrait que vous développiez un petit peu, mais avant cela, puisque nous sommes dans une réunion jungienne, oui. Ce qui est un peu logique, on parle un peu du masculin et du féminin, de l'animus et de l'anima, en fait, compte, c'est venu quelque part. Donc, effectivement, l'altérité, c'est... il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans votre façon de parler, qui est très masculine à mon avis, c'est l'idée que les choses, il faut aller les décrypter. C'est-à-dire que ce sont ce que j'appelle des signaux faibles. Ce n'est pas explicite. Ah oui. L'idée que instinctivement vous alliez vers quelque chose qui soit derrière les apparences, alors que souvent chez la femme, elle est dans la clarté. C'est-à-dire que les choses sont ce qu'elles sont. Elles sont dites.
on veut qu'on... Et souvent dans le débat entre hommes et femmes, c'est tu n'es pas clair, tu n'as pas dit les choses comme tu aurais dû le dire, tu ne m'as pas expliqué exactement ce que tu voulais, oui, tu n'as fait que faire allusion, tu n'as pas été assez explicite. Oui, la femme aurait une tendance spontanée à vouloir pénétrer le sens profond des choses. Elle veut le rêver, elle veut... À la fois le sens profond des choses et à la fois à vouloir le nier si véritablement elle se sent, si elle le rejette quand vous êtes dans l'allusion, vous êtes dans l'altérité. Ça veut dire qu'il faut que l'autre capte l'allusion. Oui, et quand vous dites les choses de manière explicite, vous n'êtes pas dans l'altérité puisque vous ne donnez pas de rôle à l'autre, puisque déjà vous avez fait les questions et les réponses en quelque sorte, voyez-vous. Donc oui. Quelqu'un qui dit les choses d'une manière explicite, il ne laisse pas de place à l'autre. Il lui dit tout, il n'a plus rien à faire celui-là, puisque vous lui avez tout expliqué. Alors oui. Alors bon, j'ai rédigé également une introduction dans laquelle je présentais ma méthode qui est assez atypique. Voilà, parce que bon, comme c'est une approche qui est assez peu conventionnelle, je voulais vraiment la préciser au lecteur pour ne pas le prendre en traître, pour qu'il soit en quelque sorte... pour qu'ils comprennent là où je veux en venir. Et moi, mon but n'est pas de dire j'ai la science infuse, voilà comment ça, voilà ce que ça signifie. Mais cela dit, j'ai quand même une certaine connaissance en symbolisme, une bonne intuition, et j'ai voulu essayer de proposer un sens qui ne soit pas quelques fantasmes mis bout à bout, mais qui est véritablement une cohérence collective. Et ce que j'ai précisé dans mon introduction, c'est qu'il ne s'agit pas de dogmatisme, mais plus de proposer des explications et de suggérer entre le dialogue, le lecteur et moi, un dialogue, au moins une critique pour que le lecteur me dise là où il est d'accord, là où il n'est pas d'accord. Oui, c'est une façon très masculine de parler, de voir les choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que chez la femme, l'exposition des choses est totalement différente. Mais justement, là, nous sommes en phase de tarot. Est-ce que le tarot, ça vous inspire, par exemple, Xavier? Ah oui, vous pouvez nous dire quelque chose sur le tarot, par exemple? Alors oui, pour continuer à vous parler un petit peu de mon livre, dans Matrix, justement, il y a une répartition, dans Matrix, en quelque sorte, une subdivision en 21 ou 22, je ne sais plus exactement, temporalité issue du tarot, c'est-à-dire qu'à chaque carte du tarot, un symbolisme propre est associé et que ces cartes sont mises les unes après les autres dans un certain ordre parce que le symbolisme de toutes ces temporalités s'enchaîne comme l'horoscope, comme les signes zodiacaux dans l'horoscope. Le Verseau est entre le Capricorne et le Poisson, voilà, et chaque signe, chaque carte a sa place bien précisée. Vous voulez dire que... Et toutes ces cartes... et en fait, mon point de vue sur le tarot, ce serait qu'en quelque sorte, il y a un symbolisme propre à chaque... il y a un symbolisme propre à chaque carte qui correspond en quelque sorte au symbolisme psychologique de chaque temporalité que l'on vit, de chaque moment. Il y a des moments où il faut savoir faire des choix entre deux choses qui relèvent plus du symbolisme de l'amoureux. Justement, vous avez employé le mot temporalité qui me paraît très intéressant. Oui. Justement, l'homme aurait plus le sens de la temporalité que la femme, par exemple. Parce que la temporalité, c'est une ouverture. Il y a autre chose qui va venir après. Il faut déjà prévoir autre chose qui va suivre. Oui. Celui qui vit dans l'espace, tout est déjà là. En fait, il ne s'agit pas de... Parce que l'avenir, on ne peut pas a priori le deviner, mais il s'agit d'analyser. Moi, je n'aime pas trop la dimension divinatoire du tarot, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est plus analyser la situation, le moment, et voir de l'instant T, et voir en quelque sorte en quoi psychologiquement le symbolisme d'une situation donnée relève de telle carte du tarot et tout ce que ça signifie. Oui. Voilà, par exemple, après la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle parfois également la mort, 13. Après l'arcane sans nom, il y a la tempérance. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'après une rupture psychologique assez éprouvante, il faut en quelque sorte se ressourcer,
se redresser psychologiquement. Et la carte de la tempérance, c'est une femme qui tient des coupes avec de l'eau qui se transvase entre ces deux. On la voit ici, à côté de la mort. Voilà, et ça signifie symboliquement la gestion des émotions causées par cette rupture psychologique. Et le fait de connaître les spécificités symboliques et psychologiques des cartes du tarot, ainsi que leur ordre, ça permet en quelque sorte, quand on a une situation T, de comprendre ce qu'elle implique et les conséquences qu'elle peut induire. Et ce qui va suivre en fait. Voilà. Ça après on ne sait pas exactement puisque les gens sont libres. Et selon la réaction, on peut très bien. Oui, mais pas nécessairement dans le. C'est pas voilà, enfin, logiquement, elles peuvent se suivre, mais après il peut très bien y avoir un changement brutal, un revirement, voilà. Mais ça permet de mieux comprendre d'un point de vue psychologique ce que chaque situation implique. Et alors au niveau du zodiaque, c'est pareil pour vous? Oui, ça me semble, oui. Il y a les 12 symboles qui se effectivement, il y a les 12, bon après c'est pas une tripartition en 21 ou 22, je ne sais plus exactement de l'unité, c'est une répartition en 12. Mais par exemple, il y a comment dire, on peut faire des similitudes. Par exemple, la Vierge, ça signifierait en quelque sorte la mort, et on dit par exemple faire la Vierge effarouchée, puisque c'est savoir un choc psychologique assez fort. La Vierge, ensuite il y a le Bélier, enfin pas le Bélier, pardon, la Balance. La Balance, ce serait en quelque sorte se remettre d'aplomb, ce serait la Tempérance. Et après il y a le Scorpion, c'est-à-dire qui est souvent analysé comme la part d'ombre le diable. Voilà, qui est le diable, à savoir l'expérience du mal, pas tant l'expérience, mais la connaissance, le fait de devoir affronter le mal. Ah, donc ça serait la Vierge qui serait la mort en fait. Voilà, je dirais, le problème c'est que comme il n'y a pas 12 signes du zodiaque, comme il n'y a pas 12 cartes du tarot, on peut pas. Mais je dirais que oui, la Vierge se situe en quelque sorte aussi bien dans la carte du pendu que dans la carte de l'arcane sans nom. Voilà, parce que la Vierge c'est en même temps ce qui est naïf, ce qui porte en soi l'incubation du sens à venir. Et le Verseau, ça vous inspire le Verseau? Ah oui, le Verseau, oui, c'est passionnant. Il y a beaucoup de films où on voit que l'eau a un sens régénérateur, où il pleut beaucoup et cette pluie engendre une régénération psychologique. Et le Verseau, ça peut être aussi bien la régénérescence. Enfin, ça implique une régénérescence psychologique, et ça peut être aussi bien des choses. Bon, d'un point de vue symbolique, l'inconscient est souvent représenté par l'eau, et ça peut aussi bien signifier le déversement de ce qui a été engrammé. C'est-à-dire engrammé, ça veut dire ce qui a été imprimé, toutes les idées, toutes les choses qui se sont imprimées de notre inconscient, qui refont surface et qui se défoulent. Ça peut être aussi bien négatif, à savoir des choses mauvaises qu'on refoule en nous et qui finalement explosent que des choses positives, à savoir l'eau de la régénérescence, l'eau qui apporte un nouveau sens positif. Voilà. Mais justement, moi j'ai une autre lecture, par exemple, vous avez la scène, par exemple, vous savez la scène, les gens qui sont à table, oui. Et le serviteur, enfin celui qui apporte les plats, qui sert, les convives sont assis autour de la table, ils ne bougent pas, et le serviteur, le verseur d'eau aussi, les chansons, oui. Il fait le tour des invités. Oui. Donc c'est le seul qui bouge en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il représente la cyclicité, qui passe de l'un à l'autre. Oui. Et alors que chaque invité, lui, il est à une station, il est statique. Donc le Verseau incarnerait par excellence, par-delà le symbolisme du Verseau, il incarnerait celui qui va de l'un à l'autre, qui va verser à chacun ce qu'il doit recevoir. Alors pour comprendre ça, en fait, il faudrait s'intéresser, disons qu'il y a 12 signes du zodiaque, et qu'il y a 4 signes du zodiaque qui sont mutables, 4 signes qui sont fixes, et 4 signes qui sont cardinaux. Et bon, je connais pas très bien cette signification du zodiaque, ce que ça pourrait impliquer d'un point de vue psychologique. Mais ce qui est certain, c'est que qu'est-ce que je veux dire? Mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, ça implique. Attendez, c'est paradoxal. Ça implique une idée de rapport à
de rapport au monde dans le cadre du cycle zodiacal. Voilà, certains sont cardinaux, d'autres fixes, d'autres mutables. Voilà, c'est... Oui, bien sûr. Chacun ça... On peut parler aussi des 4 éléments. Oui, bien sûr. Oui. Qui sont, à mon avis, plus des catégories de l'esprit que voilà, des... Mais pour revenir à cette idée de décryptage qui m'intéresse, il y a aussi des erreurs à corriger parfois. Oui, mais en fait... Il y a aussi des choses ou des lacunes, enfin, tout ce monde-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le monde nous est parfaitement... nous est donné dans sa perfection. Il y a des choses qui sont cachées ou qui manquent ou qu'il faut approfondir ou qu'il faut corriger. Et souvent la femme, elle prend les choses au premier degré. Oui, ou au contraire, elle a besoin que les choses soient... Elle veut qu'on lui dise, elle veut qu'on lui dise exactement ce qu'il en est. En fait, soit elle refuse toute profondeur du sens non, souvent elle est dans le... Elle veut conférer au sens une profondeur psychologique qui bloque un peu l'homme, qui aurait plus une approche sclérosée du sens. Voilà. Après, pour ce qui est des décryptages, en fait, ça a été un peu difficile de trouver le sens pour chacun. Ah oui. Mais ce qui m'a aidé, c'est que souvent les auteurs sont logiques, ils ne vont pas faire tel symbolisme pour telle œuvre et exactement le contraire pour l'œuvre suivante. Et même au sein d'une œuvre, il y a une sorte de solidarité du symbolisme, de cohérence de tout ce qu'on trouve, qui permet de trouver un fil conducteur souterrain qui soit crédible. Parce que bon, si je dis d'une œuvre au début que ça signifie ceci, cela, puis après je dis 20 minutes plus tard, plus loin dans le film, que ça signifie ceci, cela, et qu'il n'y a strictement aucun lien, aucune cohérence entre les deux, les gens vont me dire que c'est absurde, qu'en fait je projette mes fantasmes et que je dis tout et n'importe quoi. Et là, il ne s'agissait pas de dire tout et n'importe quoi, il s'agissait d'apprendre l'œuvre de manière neutre et de dire voilà, il y a une cohérence du symbolisme du film, voilà. Parce que les auteurs ont intérêt à mettre une cohérence au niveau symbolique dans leurs films, sinon inconsciemment, puisque toutes ces choses-là sont souvent perçues de manière inconsciente, les gens ne percevraient pas vraiment le lien, pas vraiment la continuité, et ils auraient l'impression d'une chose absurde, et instinctivement ils auraient tendance à repousser ça. Revenons un peu à cette question. Regardez, prenons le cas de la musique. Oui. Vous avez remarqué qu'il y a très peu de compositeurs importants femmes. Il y a beaucoup d'interprètes, mais il y a très peu de compositeurs. Oui, voilà, justement, je considère que le féminin n'est pas le pôle ontologique lié à la création, mais plus à la transmission. Oui. Ce serait plus le masculin qui procéderait de la création. Mais la machine aussi est transmettrice. La machine, elle ne fait que transmettre. Oui, mais... Vous donnez à la machine un programme, elle est capable de le répéter 1000 fois. Mais elle n'est pas capable d'assimiler le sens pour le transcender. Qu'est-ce qui fait croire que la femme est capable de transcender le sens? Parce qu'elle a ce cerveau, elle est capable de comprendre le sens pour le... Et son rôle, en quelque sorte, c'est de transcender le sens. C'est pour ça que la femme a souvent eu sens, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait de la linguistique, mais enfin, il y a le signifiant et le signifié. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a des personnes, par exemple, elles vont pas écrire un poème, mais elles vont lire un poème. Oui. Et donc, elles vont être dans le signifié, c'est-à-dire qu'elles vont dire, voilà, je n'ai pas écrit ce texte, mais je vais le dire de façon émouvante, par exemple. Exactement, oui. Donc, quelque part, elles viennent dans un... Mais il faut pas... Moi, j'avais écrit un texte, ce que fait la femme est beaucoup plus facile à imiter par la machine que ce que fait l'homme. Oui, mais une machine va pouvoir une machine peut jouer une partition musicale, elle ne va pas composer de la même façon. Je dirais pas que bon, c'est un peu... Disons qu'en fait, les deux approches féminines et masculines n'ont pas vocation à s'opposer, mais à se compléter réciproquement. Oui, justement. Mais entre se compléter et s'opposer, vous savez, il n'y a pas une énorme différence. Non, et ça dépend juste de la direction. Voilà, et bon, après, il faut que ce soit de manière complémentaire et pas de manière hostile, comme on a aujourd'hui avec le féminisme. Oui, c'est possible, mais aujourd'hui, la femme est dans la négation de la différence. Ah oui, effectivement. Je pense effectivement que
la mauvaise féminité, enfin la dimension nihiliste de la féminité et négatrice de sens est explique en quelque sorte le nihilisme contemporain, la pensée unique, l'hystérie politiquement correcte, toutes ces choses-là qui nous corrompent aujourd'hui. Mais mon approche ne serait pas justement de dire il faut s'opposer au féminin à cause de ça. Je penserais plus qu'au contraire, il faut rectifier le féminin et lui donner la dimension rédemptrice. Ah, pourquoi pas. Rédemptrice qui permettrait de réenglober, de dépasser la dimension nihiliste de la féminité telle qu'on la vit aujourd'hui.